Elles sont 1,4 million ont disparu en 3 ans. C'est facile, ça fait 1 200 € par jour. En 3 ans, Macron aura fait fortune chez Rothschild en empochant près de 3 millions d'euros. Mais alors, pourquoi déclarer moins de 200 000 € de patrimoine en 2014? Et le plus incroyable, c'est qu'à la fin de notre enquête, des témoins nous ont affirmé que ce n'était pas 3 millions d'euros qu'Emmanuel Macron aurait gagné chez Rothschild, mais vraisemblablement beaucoup plus. En fait, il a passé plusieurs années, mais dès la commission Attali, quand il était jeune inspecteur des finances, à essayer de dynamiter l'ISF. Il n'a pas réussi. Sous Hollande, il a également essayé de le questionner. Et puis finalement, quand il est arrivé au pouvoir, il l'a supprimé. Donc il s'est aussi avantagé lui-même en supprimant l'ISF, en fait. Alors c'est un documentaire coup de poing, une enquête qui fait déjà parler d'elle quelques heures après sa mise en ligne. Un documentaire signé Jean-Baptiste Rivoire et Gauthier Meignier du tout nouveau média vidéo qui porte bien son nom, Off Investigation. Le titre de cette belle pièce de journalisme d'enquête, Patrimoine de Macron, où sont passés les millions. Depuis des années, les déclarations d'intérêt et de patrimoine d'Emmanuel Macron suscitent des questions. Et quand on a fini de regarder ce documentaire, l'odeur de la manipulation de chiffres au mieux, de la fraude fiscale au pire, rôde tout autour de nous. Notre président de la République aurait-il menti à la haute autorité pour la transparence de la vie publique? On en parle tout de suite avec Jean-Baptiste Rivoire, co-auteur de ce documentaire. Mais regardons d'abord un extrait du documentaire disponible sur la chaîne YouTube et le site internet de Off Investigation. En 3 ans, Macron aura fait fortune chez Rothschild en empochant près de 3 millions d'euros. Mais alors, pourquoi déclarer moins de 200 000 € de patrimoine en 2014? Beaucoup de banquiers ou d'avocats d'affaires se la posent depuis des années. Comme ce fiscaliste qui a souhaité garder l'anonymat et dont nous avons donc modifié la voix et la silhouette. Pour lui, le patrimoine déclaré par Macron en 2014 est peu crédible. Moi, je trouve que n'importe qui s'intéresse à sa déclaration de patrimoine, tu te dis, elle est stupéfiante. Logiquement, tu ne peux pas gagner autant d'argent et avoir un si petit patrimoine. C'est invraisemblable. C'est complètement invraisemblable. On est dans la campagne présidentielle, je m'intéresse au patrimoine des candidats, puisque nouveautés, ils sont publiés, de mémoire pour la première fois. On a un classement assez étonnant, puisque les patrimoines partent de Nicolas Dupont-Aignan à plus de 2 millions d'euros. Mais on se rend compte qu'Emmanuel Macron affiche 200 000 € de patrimoine net. Donc heureusement qu'il y a Poutou avec ses 31 000 € de patrimoine, sinon Macron était plus pauvre. Elles sont 1,4 million ont disparu en 3 ans. C'est facile, ça fait 1 200 € par jour, ça fait un SMIC par jour. J'avais un peu popularisé, j'avoue, cette formule. Il a dilapidé, il a dépensé 1 200 €, il a dépensé un SMIC par jour pendant 3 ans. Le tout, en plus, en étant à l'Élysée à ce moment-là, ce qui est quand même assez étonnant, parce que ça ne laisse pas beaucoup de temps. Et ce qui est drôle, c'est non seulement le rythme, ça en fait des courses, ça en fait des caddies chez Picard là, et Franprix quand même, tous les jours. Ça fait quoi, 10 gros caddies. Et le plus incroyable, c'est qu'à la fin de notre enquête, des témoins nous ont affirmé que ce n'était pas 3 millions d'euros qu'Emmanuel Macron aurait gagné chez Rothschild, mais vraisemblablement beaucoup plus. En cause, une énorme acquisition qu'il avait rendue possible juste avant l'élection de François Hollande. Le rachat de la branche nutrition infantile de l'américain Pfizer par le géant suisse de l'agroalimentaire, Nestlé. Mi-avril 2012, Emmanuel Macron aurait lâché à un proche « J'ai le week-end pour convaincre Nestlé de remonter le prix. Si j'y arrive, je suis riche. » Puis il fonce au siège de Nestlé, implanté à Vevey en Suisse, au bord du lac Léman. Au cours de notre enquête, une personnalité proche de la banque Rothschild a accepté de nous dévoiler, en off, les coulisses de ce deal historique. Condition que nous préservions son anonymat. Nous avons donc modifié sa voix, mais voici ses propos. Là, il a fallu décourager Danone qui ne voulait pas aller jusqu'à 10 milliards de dollars. C'est incroyable, il a réussi à convaincre Peter Brabeck comme ça en un week-end. Il les a convaincus les samedis de mettre les 500 millions qui manquaient. Que Pfizer demandait, que Danone ne voulait pas mettre, et donc ça s'est fait comme ça. L'hypothèse que Macron n'ait pu gagner que quelques centaines de milliers d'euros sur le deal Pfizer-Nestlé
n'a jamais convaincu les milieux d'affaires. C'est une histoire pour endormir les petits enfants le soir. Et personne de sérieux ne l'a cru, ce truc, c'est n'importe quoi. Vous voulez dire personne de sérieux n'a cru les explications qu'il a données sur sa rémunération chez Rothschild? C'est ça. Tout le monde savait que c'était du pipeau. Selon notre personnalité proche de la banque Rothschild, la modestie des revenus déclarés par Emmanuel Macron en 2012 s'expliquerait par le fait que chez Rothschild, tout n'est pas forcément versé en France. Salut Jean-Baptiste et merci d'être venu sur notre plateau pour évoquer donc le dernier épisode de la série documentaire Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée. C'est aussi le plus renversant parce qu'il pose une question de fond. Emmanuel Macron aurait-il donc menti aux Français, au fisc et à la haute autorité de transparence de la vie publique en affirmant à plusieurs reprises et en déclarant sur l'honneur une fortune sous-évaluée? C'est ça le sujet de fond, le sujet politique. Ouais, salut Théo. Ouais, il y a plusieurs sujets qui se posent quand on gratte 3-4 mois comme ça sur le patrimoine de Macron. En fait, il y a d'histoires plus ou moins connues, d'autres un peu moins. Bon, pour faire court, il a réussi à échapper pendant 7 ans avec Brigitte à l'ISF, donc ils ne l'ont pas payé. En 2015, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont des biens immobiliers qui fait qu'ils auraient dû le payer. Donc ils sont rattrapés par la patrouille, ils le payent un peu en retard, discretos et tout, on m'a pas vu, bon voilà. Après, quand on fouille également sa déclaration de patrimoine dès 2014, on s'aperçoit qu'en fait, il dit alors je suis pas très riche parce qu'en fait je dois 350 000 euros au Crédit Mutuel, j'ai fait un emprunt. C'est vrai, sauf qu'il dit aussi en fait c'était pour prêter de l'argent pour rénover la maison de Brigitte au Touquet. Mais en fait si tu as prêté de l'argent à ta femme, bah, elle te doit ce montant. D'ailleurs c'est France 2 dit ma maison hein, dans les extraits qu'on voit oui, dans alors, votre un coup film. il dit la maison de Brigitte, un coup il dit ma maison, il sait plus très bien. En fait il a pris de l'argent d'après ce qu'il dit au Crédit Mutuel pour aller faire des travaux dans la maison de Brigitte, sauf que du coup Brigitte lui doit 350 à 500 000 euros, donc ça s'appelle une créance. Et en fait dans son patrimoine qu'il déclare aux autorités françaises, il doit dire qu'il a une créance. Donc en fait son patrimoine aurait été 3 fois plus élevé que ce qu'il a déclaré, donc déjà c'est quand même un peu énorme. Ensuite, bon, il dit qu'il gagne 3 millions d'euros chez Rothschild, mais il n'a plus rien en 2014. Il a moins d'argent que Nathalie Arthaud et Benoît Hamon. C'est quand même un truc de fou. Donc tout le monde se demande depuis des années où est passé les sous. Donc Berruyer, blogueur, nous dit il a claqué un SMIC par jour, alors que quand tu es à l'Élysée, c'est quand même difficile de claquer 1 200 euros par jour. Donc il y a énormément d'invraisemblances. Tu es un peu, disons, nourri et blanchi, etc. Oui, donc il y a plein d'invraisemblances. Et surtout, à la fin, ce qui est le plus hallucinant, c'est qu'en fait, il déclare en 2012 720 000 euros de bénéfices industriels et commerciaux. Alors ça peut paraître beaucoup, 720 000 euros. Sauf qu'en fait, chez Rothschild, il est à l'époque déjà depuis 1 an et demi associé gérant, donc il fait partie des 20 meilleurs banquiers de la banque Rothschild. Il fait des deals, des fusions-acquisitions sur des milliards d'euros. Et justement, en avril 2012, juste avant qu'Hollande soit élu, il va jouer un rôle complètement clé dans la signature d'un énorme deal, le rachat de la branche nutrition infantile de Pfizer par Nestlé, 9 milliards d'euros. Il va non seulement amener le client Nestlé, qui est un géant mondial chez Rothschild, donc c'est un exploit, et il va personnellement se déplacer en Suisse dans un moment crucial pour convaincre le patron de Nestlé de mettre 500 millions d'euros en plus sur la table pour rafler Pfizer au nez et à la barbe de Danone. Autrement dit, il a un rôle complètement clé dans ce truc-là. Et ça fait des mois qu'on tourne autour en se disant mais comment est-ce qu'il a pu gagner que quelques centaines de milliers d'euros sur un deal à 9 milliards? L'ensemble des experts sur la place de Paris nous disent c'est totalement invraisemblable. Et en fait, on a fini par, à force de contacter différentes sources dans le milieu des banques d'affaires, quelqu'un qui est connu et qui est assez proche de la banque Rothschild a fini par nous raconter ce que selon lui il s'est passé. C'est qu'en fait, dans le système Rothschild, une partie seulement des rémunérations est versée en France avec une fiche de paye pour avoir une couverture sociale, une retraite, etc. Mais les associés gérants qui font des deals mondiaux auraient obtenu il y a quelques années, tant chez Rothschild que chez Lazare, qu'une partie de leur rémunération finalement ne soit pas fiscalisée en France. C'est-à-dire qu'elles ont le droit d'être versées ailleurs. Et alors le plus gratiné, c'est que dans le cas de la banque Rothschild, une partie de ces fonds serait versée en fait dans des trusts anonymes. Hein, c'est pas au nom du banquier, comme ça c'est discretos, à l'étranger et vraisemblablement dans ce qu'on nous dit dans les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey. Donc là, on est sur un truc assez hallucinant, effectivement, comme tu dis. Alors évidemment, notre source nous dit aussi, vous n'aurez pas de preuves parce que c'est extrêmement bien fait pour que ce soit difficile à prouver, hein, ce qui est logique. Mais le problème, si vous voulez, c'est que quand on contacte Bercy, au lieu de nous dire non, non, c'est pas vrai, ils nous répondent oui, secret fiscal. Quand on contacte l'Élysée en disant il y a quelque chose de grave, là, de l'argent versé dans un trust, on n'a pas le début d'une réponse. Et Rothschild, au début, nous dit alors ce que nous, on a perçu, ça ne vous regarde pas. Et puis quand on réinsiste sur mais il a touché combien à Macron, il n'y a plus aucune réponse. Donc s'ils sont de bonne foi, pourquoi ils ne parlent pas, ces gens-là? Et ben parce qu'en fait, a priori, le chef de l'État doit de répondre au peuple, il doit sortir de son silence et évoquer cette question, parce que effectivement, tout le monde sait que c'est
c'est extrêmement improbable ce qu'il déclare dans ses déclarations de patrimoine, et donc il doit parler. C'est une question politique et ce n'est pas qu'une question juridique. Alors au commencement, il s'agissait pour vous d'enquêter sur l'activisme assez fou d'Emmanuel Macron contre l'impôt sur la fortune depuis la commission Attali, et quand il était aussi dans le gouvernement Hollande, il a essayé de faire avancer disons des idées pour tuer l'impôt sur la fortune, ce qu'il a réussi à faire en prenant le pouvoir. Et comme avec une pelote de laine, vous avez déroulé, vous êtes arrivé là-dessus. Ce qui est amusant avec l'ISF, c'est que, souviens-toi, quand il annonce qu'il le supprime au moment de son arrivée au pouvoir en 2017, évidemment, il va sortir des tas d'éléments de langage pour dire que c'est dans l'intérêt de l'économie, de l'investissement. Demain, ça sera quasiment dans l'intérêt des pauvres. Et puis, en fait, quand tu regardes un peu, non, en fait, il a eu un problème perso avec l'ISF parce qu'évidemment, il est concerné, puis il a essayé de ne pas le payer, etc. Donc, en fait, il a passé plusieurs années, mais dès la commission Attali, quand il était jeune inspecteur des finances, à essayer de dynamiter l'ISF. Il n'a pas réussi. Sous Hollande, il a également essayé de le questionner, et puis finalement, quand il est arrivé au pouvoir, il l'a supprimé. Donc il s'est aussi avantagé lui-même en supprimant l'ISF, en fait. Donc ça, c'était rigolo, on est parti là-dessus. On ne pensait pas trouver autant de choses, mais c'est vrai que je pense qu'en fait, dès 2014, il a fait des déclarations de patrimoine un peu trop rapidement, en escamotant certains aspects de son patrimoine. Et le problème, c'est que maintenant, il est piégé, parce que tous les 3 ans, il faut qu'il en refasse une. Il ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a dit il y a 3 ans. Donc là, à mon avis, il ne sait plus comment s'en sortir, en fait. Il ne sait plus comment s'en sortir, et quand même, il me vient à l'esprit un mot qu'il avait utilisé pendant la campagne de 2017. Insinueriez-vous que je serais duplice? Vraiment, c'est une manière de remplir ces fiches de déclaration d'intérêt qui témoignent d'une certaine forme de duplicité, mais ça, c'est mon point de vue. Alors, si vous avez pu avancer un peu sur ce mystère, c'est aussi parce que vous avez eu accès à des sources qui évoluent dans le même milieu qu'Emmanuel Macron et qui ont témoigné sous couvert d'anonymat. Alors, est-ce que ça n'a pas été trop dur de les faire parler finalement un peu contre leur camp? Alors, c'est très compliqué de trouver des témoignages dans le milieu de la banque d'affaires. C'est des secteurs extrêmement secrets. Comme le dit le mentor d'Emmanuel Macron chez Rothschild, on apprend dans la banque d'affaires à raconter des histoires et un peu à manipuler l'opinion. Enfin, non, mais en fait, si, quand même un peu à manipuler l'opinion. Donc, c'est des gens extrêmement malins, extrêmement brillants. Et le secret de la façon dont ils sont rémunérés est absolument total et opaque, notamment chez Rothschild, qui est une société familiale très confidentielle. Et alors, on pourrait se demander, mais comment Rothschild fait depuis autant d'années pour brasser autant d'argent de manière aussi opaque? Et bien en fait, Rothschild, ils ont compris depuis le début qu'il fallait être au cœur de l'État, il fallait être copain avec l'État. Et comme le raconte Marc Andevelle dans le documentaire, en fait, il faut se souvenir que l'ancien président français Georges Pompidou venait de chez Rothschild, qu'Henri Emmanuelli est passé par Rothschild, que Jean-Charles Naouri, directeur de Bérégovoy, était passé par chez Rothschild, que Nicolas Bazir, directeur de Balladur, François Pérol, secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Sarko, venait de chez Rothschild, et donc Emmanuel Macron aussi. Donc en fait, c'est une banque qui est assez habile pour miser sur des jeunes politiques talentueux en se disant ils vont monter, ils vont être nos amis. Et d'ailleurs, un truc très intéressant, c'est que quand Macron se rapproche de Hollande en 2010, il doit être un des très très rares banquiers de chez Rothschild à copiner avec le PS. C'est pas tout à fait leur tendance politique. Et en fait, le patron de la banque, David de Rothschild, se frotte les mains parce qu'il se dit j'ai dans mon écurie un type qui est en train de devenir le meilleur conseiller de Hollande. C'est parfait. Si par hasard le PS passe après Sarko, j'aurai quelqu'un au cœur de l'État. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, ce qui est bien dans votre enquête, c'est qu'au-delà de l'individu Macron, elle évoque un mécanisme assez spécial, dont on a parlé, les trusts, ces personnes morales qui permettent de défiscaliser, de se dessaisir très officiellement d'une partie de sa fortune sans la perdre et de la retrouver après quand on veut, en allumant une lumière ou bien en appuyant un bouton, de la bonne grosse optimisation fiscale que Bercy, vous le dites, a en quelque sorte validé. Alors c'est là que c'est assez subtil. On ne peut pas dire que Bercy a dit super, verser les sous dans un paradis fiscal, tout va bien. C'est pas comme ça. C'est plutôt que ces banques d'affaires seraient venues voir Bercy dans les années 2000 en disant est-ce qu'on pourrait fiscaliser en France une partie de la rémunération de nos associés gérants? Et Bercy a dit ah bah oui, au moins une partie pour qu'il soit quand même protection sociale, retraite officiellement déclarée, etc. Mais Bercy apparemment a dit par contre que d'autres parties des rémunérations soient versées ailleurs, on accepte. Alors Bercy après ils vont dire moi je sais pas où ça va et j'ai aucune raison de penser que ça va dans un paradis fiscal. Mais derrière ce qui se serait passé, c'est que Rothschild ensuite, qui est une banque franco-britannique, l'Angleterre étant quand même assez gratiné paradis fiscal, Rothschild n'aurait pas forcément dit à Bercy ce qui faisait des gros montants restants. Et en fait, au lieu de les verser officiellement et de les fiscaliser en Angleterre, apparemment, ils les mettent dans un trust, dans un paradis fiscal, ce qui permet de le mettre à l'abri, pas au nom du banquier, discrètement. Et ce que nous dit notre source, qu'on n'a pas mis dans le film, c'est que je lui dis, mais alors donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? Quand il sera plus président, il va aller chercher ses sous et on nous dit, il a probablement un gros paquet d'argent quelque part, il suffira
de le récupérer par petits morceaux tous les ans pendant 8 à 10 ans pour que ça passe un peu en dessous des radars. Et oui, il aurait un trésor de guerre quelque part. Et encore une fois, si c'est pas vrai, il y a un moment donné, ça fait quand même un moment qu'on contacte l'Élysée. Pourquoi est-ce qu'il n'y a même pas un conseiller qui vienne nous expliquer ce qui s'est passé? Le silence radio total face à une investigation, c'est une stratégie des grandes entreprises, c'est une stratégie des macronistes, c'est pas du tout une stratégie démocratique. Ça pose quand même un énorme problème de liberté d'information. Et on voit là le mépris de ces gens-là pour la liberté de l'info et l'information des citoyens. C'est pas nouveau, c'est pas la première manifestation de cette espèce de tendance, mais c'est gratiné. Quand on leur dit, écoutez les gars, est-ce que le président a de l'argent dans un trust, qui répondent pas, moi je veux dire, en tant que citoyen, c'est pas entendable, quoi. En tout cas, le gentleman agreement dont vous parlez dans votre film, en tout cas celui avec la banque d'affaires Lazard, qui ouvre la voie à celui avec la banque d'affaires Rothschild, est signé en 2005. Alors, j'ai regardé, en 2005, Thierry Breton est ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il est jusqu'en 2007, et justement en 2007, il quitte le gouvernement, et où est-ce qu'il se retrouve? À Rothschild. Il est recruté comme senior advisor à Rothschild. Alors c'est ça qui est le problème, parce qu'on se dit finalement, pour qui il travaillait quand il a rendu possible ce petit arrangement qui, dans les conséquences, ne devrait pas aller aussi loin que ce qu'aurait pratiqué un certain nombre de gros bonnets de Rothschild et peut-être Macron, mais on se dit quand même qu'il y a un vrai problème démocratique dans ce pays. C'est un peu le problème, c'est-à-dire quand vous avez des hauts responsables au cœur de l'État qui prennent des décisions qui vont avantager des entreprises privées, puis qui ensuite rejoignent les entreprises privées. Non mais j'avais pas fait gaffe qui était à Bercy, mais tu as raison, c'est un très bon réflexe. Mais je donne juste un autre exemple. Macron est chez Rothschild pendant 4 ans, Rothschild va faire sa fortune, il va gagner 10 fois plus d'argent dans cette banque que tout ce qu'il a gagné au cœur de l'État. Il arrive à l'Élysée en 2012. Quelle est l'une des premières mesures qu'il fait à la fin de l'année 2012? Il va demander à un cabinet privé une étude sur la possibilité de vendre Alstom, et le cabinet va dire ça serait bien de vendre Alstom à General Electric. Qui à la banque conseil de Bouygues qui cherche à vendre ses actions Alstom? C'est Rothschild. Et Rothschild va abreuver Emmanuel Macron de notes d'analyse en faveur d'une vente d'Alstom. Donc si vous voulez, il était il y a quelques mois sous la coupe de David de Rothschild, son employé au service de David de Rothschild, il passe au cœur de l'État, il va quelque part être destinataire de notes de Rothschild qui vont faciliter la vente d'Alstom. Donc il y a un moment donné, c'est vrai qu'on a un peu envie de dire, attends, les mecs qu'on élit, est-ce qu'ils nous représentent, ils représentent l'intérêt général et défendent les citoyens de ce pays, ou est-ce qu'ils sont en train de faire du business pour le privé? Parce que s'ils veulent faire du business pour le privé, moi il n'y a aucun problème, mais qu'ils le fassent. Et une fois de plus, ce mot duplicité, c'est-à-dire c'est lui qui l'avait utilisé, vous insinuerez que je suis duplice, bah oui, en fait, c'est une sorte de duplicité structurelle de ces personnes d'abord qui ont fait des grandes écoles de l'État, qui ont fait des écoles publiques de l'État avec la fortune publique, et puis qui naviguent entre les services de l'État et le privé. On ne sait pas, enfin on sait que ce n'est pas l'État, c'est pas l'intérêt général qu'ils servent, mais ils servent peut-être un peu plus ces grandes banques d'affaires qui ne les lâchent jamais, même quand ils sont au service de l'État. C'est un peu l'impression qu'on a à la fin de cette enquête. Après, plus fondamentalement, moi, il y a un problème avec ce pouvoir et ce pouvoir exécutif, si tu veux. Pour moi, ils sont dans un viol permanent du contrat républicain. Pourquoi? Parce que le contrat républicain minimum dans ce pays, c'est quand même de dire qu'il y a une séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que oui, il y a un président, il est élu, il a du pouvoir, ok, mais il y a aussi, je veux dire, par exemple, la justice, le Parlement, la presse. La justice, ça fait des années qu'on voit que le parquet est aux ordres du gouvernement. Donc on n'arrête pas d'avoir des procédures judiciaires où on passe notre temps à se demander s'il protège le gouvernement ou pas. Il y a quand même un problème. La justice n'est pas considérée par les instances internationales en France comme une instance indépendante. Il y a quand même un gros souci. Et par ailleurs, elle n'a pas un sou pour faire son boulot. Donc déjà, c'est une justice en France qui est censitaire, parce qu'en gros, quand tu es pauvre, de toute façon, tu peux jamais faire un procès tellement ça coûte cher. Mais en plus, la justice est maintenue dans un état de pauvreté qui fait qu'elle n'arrive pas à faire son boulot. S'il n'y a pas de justice dans un pays, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est simple, c'est la loi de la jungle, c'est les plus puissants qui écrasent les plus faibles. La justice, elle est là pour éventuellement aider les plus faibles à ne pas se faire écraser. Eh ben, elle n'a pas les moyens de bosser. Le Parlement, c'est un Parlement croupion, parce que tu as un scrutin majoritaire, donc seul le parti majoritaire, en gros, est majoritairement représenté à l'Assemblée. Les petits partis sont très mal représentés au Parlement. Donc tu as un Parlement croupion qui est là, la doigt sur le couteau du pantalon. Même les partis d'une certaine taille qui n'ont pas gagné l'élection présidentielle ne sont pas si bien représentés. Oui, ils sont très mal représentés au Parlement. Donc t'as pas... Normalement, le Parlement, ça doit contester l'exécutif, proposer des lois, challenger, poser des questions. Mais là, je veux dire, c'est un Parlement croupion. Et pour ne dire qu'un mot sur la presse, parce qu'évidemment, c'est un peu ma marotte, quoi. Quand tu laisses 5-6 milliardaires prendre le contrôle des 95% des marques d'information françaises, il y a un moment donné, si tu veux, tout ce qui pourrait servir un peu d'alerte au pouvoir exécutif en disant, attendez, là, vous êtes en train de déconner, est étouffé, contrôlé, mis sous contrôle par ces milliardaires qui soutiennent Macron. Et là, ils viennent nous faire une annonce quand même extraordinaire.
extraordinaire. Le dernier pôle de résistance important qui s'appelle l'audiovisuel public, qui est trop souvent macroniste, mais qui quand même inclut aussi des émissions d'investigation qui parfois posent des questions. Là, en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que je vais faire un second quinquennat et je vais démanteler l'audiovisuel public. Il faut quand même être clair, supprimer la redevance demain matin, c'est pas du tout anodin. Moi, je pense même qu'il assujettir l'audiovisuel public. Bah, il est déjà pas mal assujetti, mais si tu leur dis je vais vous couper la redevance, demain, ça veut dire qu'Ernaud est obligé de venir mendier tous les ans. Excuse-moi, je peux avoir un peu de budget. Enfin, comment tu veux qu'elle laisse faire des enquêtes dérangeantes à Élise Lucet ou à Tristan Wallex s'il faut qu'elle aille mendier de l'argent au gouvernement toutes les 5 minutes? C'est invraisemblable. Donc, il annonce qu'il va en gros démanteler l'audiovisuel public. Et je veux dire, on va avoir un paysage audiovisuel français qui va basculer totalement à droite et totalement privatisé. Et qui est en train de faire ça? Enfin, pardon, Macron, Bolloré. C'est une coproduction entre le président et Bolloré qui sont en train de nous pousser les médias très à droite et très privés. Donc là, on est dans un truc qui est complètement fou. Les mecs sont devenus complètement hors sol. Ce qui pourrait servir de lanceur d'alerte, ils sont en train de les étouffer. Et dans leur tête, le pire, c'est que je pense qu'ils ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire qu'ils sont en dehors de la réalité, comme disait David. Ils ne voient même plus la réalité parce que ceux qui seraient éventuellement censés leur dire « Hé les gars, vous êtes en train de déconner », on les étouffe. Donc les types, dans leur tête, tout va bien. Il y a juste la population qui souffre dans ce pays, quoi. On se dit que les petits commerçants, les petits cafetiers, les petits boulangers, les restaurateurs qui ont vraiment subi la violence du Covid et qui sont redressés pour quelques centaines d'euros non déclarés doivent l'avoir mauvaise quand ils voient comment on peut mettre autant d'argent planqué et comment justement on peut ne pas être obligé de s'expliquer sur les anomalies de nos déclarations alors que eux ils sont très lourdement redressés des fois pour des erreurs en fait. Oui, puis tu sais, il y a une fiscalité en France qui est extrêmement injuste, c'est tout ce qui tombe de la même façon sur la tête d'un smicard ou d'un avocat qui gagne 10 000 balles par mois. Je veux dire, le radar à 135 €, c'est toujours pareil quoi. Pour l'avocat qui gagne 10 000 balles, c'est pas grave quoi. Pour le mec qui est au SMIC, c'est 10% de son salaire. Pareil pour les PV, pareil pour la redevance, c'est le même prix pour tout le monde. Il y a la TVA, enfin il y a tout un tas de fiscalité en France qui frappe tout le monde pareil. Alors on peut dire oui, c'est l'égalité. Ben non, en fait, c'est pas l'égalité parce que si tu fais payer la même somme aux pauvres et aux riches, en gros, c'est super violent, quoi. Et c'est super inégal. Moi, je connais quelqu'un qui s'est trompé là dans ses déclarations d'impôts il y a quelques jours. Elle a toujours fait sur le papier. Tout d'un coup, elle le fait en ligne parce qu'on lui a dit il faut le faire en ligne. Elle oublie de cocher j'ai pas la télé. Bon, c'est quelqu'un qui galère, une femme seule avec 2 gamins, qui fait des ménages pour arriver à survivre et à nourrir ses mômes. Le père, il est parti. Il n'y a pas de pension alimentaire. Je fais court. Elle se trompe de case, d'accord? C'est une franco-algérienne. L'État lui répond, alors, 1, vous allez payer la redevance parce que vous êtes trompé de case, et 2, on va vous mettre 150 balles d'amende parce que vous êtes trompé. Donc elle va raquer près de 300 €, donc à peu près le quart de son salaire mensuel, parce qu'elle s'est trompée de case. Et je veux dire, le droit à l'erreur de Macron, c'est pipeau. Et ceux qui organisent tout ça, en fait, ils signent par derrière, même sans la caution de l'Assemblée nationale, si j'ai bien compris, ces petits mécanismes plus ou moins validés par Bercy, ils signent par derrière des trucs pour les arranger, eux. Ouais, puis alors moi, il y a quand même un truc aussi qui me scotche. Enfin, Bercy, c'est une administration publique payée par les impôts, par les contribuables. Ça commence à faire un certain nombre d'années que dès qu'on leur pose des questions, ils te répondent secret fiscal. Mais attends, secret de quoi? Je veux dire, on est où? On est dans quel pays, là? On est en Roumanie? Ça va pas, non, secret fiscal? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un moment donné, moi, je suis désolé, s'il y a des arrangements fiscaux pour que les banques d'affaires payent le président à l'étranger, bah, je suis désolé, ça me concerne, quoi. Et il y a un moment donné que Bercy couvre ça. C'est-à-dire, non seulement autorise des versements importants de rémunération défiscalisée, bon, à la limite, peut-être, mais au moins faites ça dans la transparence. Au moins assumez-le, quoi. Allez pas vous planquer derrière le secret fiscal pour ne pas répondre aux journalistes. C'est insupportable, quoi. Alors, votre enquête a aussi cité un hashtag RothschildGate qui monte sur les réseaux sociaux à 2h ou 3h du matin quand je me suis couché. Bon, tout le monde va savoir que je me couche très tard pour vous servir des sociaux. Alors, votre enquête a suscité un hashtag RothschildGate qui monte sur les réseaux sociaux avec déjà plus de 100 000 tweets à 2h du matin. Mais est-ce qu'elle suscite l'intérêt des médias, cette enquête? Pour l'instant, j'ai vu alors un article de l'UMA, l'Humanité, un article de l'agence de presse turque en français Anadolu. L'ONG Anticor a également retweeté l'article de l'UMA qui relaie vos révélations. Mais à part ça, je n'ai pas encore vu grand-chose. Je suppose que ça va venir, que vous avez été contacté par les confrères, que vous allez faire beaucoup de médias aujourd'hui. Pas encore, on va voir. Ce qui est intéressant dans le papier de l'UMA, c'est que je trouve que c'est un peu un hasard. En fait, ils préparaient un gros dossier sur l'évasion fiscale, ils voulaient faire la une, etc. Ils ont dû entendre parler de notre truc, donc en catastrophe, il y a 2 jours, le mec m'appelle, on fait une interview par téléphone, et il fait un papier. Et l'UMA a une diffusion quand même assez modeste en France, hein, c'est pas le Figaro, on va dire. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est une marque d'information, l'UMA, comme d'autres, hein, je veux dire. Donc en fait, nous, on n'est pas une marque, c'est né il y a 3 mois, on n'est pas très connu. L'UMA te met un coup de tampon sur ton truc en te faisant une interview, paf,
Là, oui, c'est retweeté partout sur les réseaux. C'est comme si il fallait qu'une marque officielle te reconnaisse. Et là, ça commence à interpeller. Après, je te rassure, on va rester calme. Dans les journalistes français, les grands médias, des milliardaires, tout ça, mais même l'audiovisuel public, hein, pour l'instant, ils ne nous ont pas appelés. Hein. C'est resté Ils n'ont calme. pas encore appelé. Alors, on va vérifier ton téléphone quand on va finir cette émission. On suppose qu'ils vont appeler parce que, quand même, c'est à peu près le sujet dont parlent tous les Français politisés, et donc il faudrait à un moment donné que les médias d'une certaine envergure en parlent. Mais de toute façon, on a bien l'impression que Off Investigation n'est pas non plus très, disons, porté par les bonnes fées de la confrérie journalistique. Non, puis je te trouve optimiste. Hein. Tu dis il faudra que les médias normaux en parlent. Enfin oui, d'accord, il faudra que les médias normaux en parlent, mais au bout d'un moment, moi, j'en arrive à me dire... je ne sais même plus s'il faudrait que les médias normaux en parlent, parce que il faudrait que les médias indépendants en parlent, ouais, il faudrait que les citoyens en parlent, oui, il faudrait que les politiques s'expliquent, mais moi j'en ai marre de dépenser de l'énergie à essayer de convaincre en gros les grands médias des milliardaires de faire le job, quoi. Je vais pas m'épuiser avec ça, tant pis, il y a vraiment deux mondes, il y a les médias soit soumis aux oukas de l'État, soit entre les mains des milliardaires, qui souvent forcément n'enquêtent pas beaucoup, voire referment le couvercle pour éteindre les scandales. Je veux dire, enfin, le journal du dimanche, par exemple, ces dernières années, à plusieurs reprises, quand des scandales étaient soulevés, venait nous faire le contre-storytelling pour protéger. Ça a été le cas pour Cahuzac, ça a été le cas pour Macron. Enfin, je veux dire, voilà, ça, c'est la presse d'Arnaud Lagardère. Donc, il y a un moment donné, si vous voulez, le JDD protège ça, enfin, Match protège Sarkozy, enfin, ça suffit, quoi. Donc, stop. Moi, j'attends pas grand-chose, en fait, de cette grande presse, et je pense qu'il faut on recrée des médias indépendants de partout, financés par la population, et là vraiment, on va faire le job, quoi. On s'est quand même rendu compte que sur le scandale McKinsey, c'est quelque chose qui est monté quand même des réseaux sociaux, dont les médias d'une certaine envergure, disons, s'interdisaient de parler, et puis, poup, il y a une sorte de plafond de verre qui a été explosé, et puis maintenant, on commence à en parler. Donc on peut s'imaginer que cette affaire, qui est quand même une grosse affaire, et qui, quand même si on fait abstraction d'Emmanuel Macron, cette histoire de Bercy qui, disons, cautionne plus ou moins des mécanismes qui privent le fisc français de revenus parce qu'ils sont copains les uns avec les autres, et que finalement on quitte Bercy, on va à Rothschild ou à la Banque Lazare. Forcément, il faut en parler. C'est un système, et je pense que on va réussir à en faire parler. En tout cas, on peut aussi imaginer que l'opinion publique va faire le job pour qu'on en parle. Alors, la série Macron, un homme d'affaires à l'Élysée, pour laquelle Off Investigation a levé des fonds sur KissKissBankBank, est terminée, je crois. Ouais. Alors, on suppose que l'aventure Off se poursuit, que vous n'avez pas commencé tout ça pour nous abandonner en chemin. Merci Théo. Bah, écoute, déjà, peut-être que tu as reçu une super offre de Canal+. Non. T'en dis, si tu reviens, j'annule tout. Il y a une rumeur urbaine qui a circulé hier, c'est que Christine Kelly aurait évoqué notre enquête sur CNews. Bon, au secours, enfin, je ne vais même pas le savoir, je ne sais pas si c'est vrai. Non, mais trêve de rigolade. Enfin, Off, écoute, là, on est juste, en fait, totalement fracassé de fatigue, parce que faut quand même savoir que sortir 8,52 d'investigation en quelques mois avec 8,52 minutes. 2-3 journalistes. 8 épisodes de 52 minutes. Ouais, c'est ça, 8 épisodes de 52 minutes avec peu de monde, peu de moyens, des bouts de ficelle, pas de caméraman. Enfin voilà, faut voir comment on a bossé. Donc on est juste tous explosés de fatigue, on est content. Donc on va déjà juste se reposer, réfléchir à la suite. Ce qui serait bien, effectivement, c'est que Off devienne un petit site d'information un petit peu régulier avec au moins des articles. Je dis pas des documentaires d'investigation toutes les semaines, faut pas rêver, parce que ça coûte à fabriquer minimum 35-40 000 euros. À France Télé, c'est 120, nous on arrive à faire 40, mais c'est fatigant et c'est pas super facile à faire. Donc on va voir, on va essayer de développer le truc. On a prévenu notre communauté qu'on était content d'avoir de l'abonnement, qu'on allait fournir les goodies qu'on avait prévus, et qu'on allait essayer de transformer Off en un site d'info à partir de septembre. On va faire tout ce qu'il faut pour ça. Et moi, je pensais pas du tout que ça allait se terminer comme ça. Je me disais, on va faire une série sur Macron, puis après, on va aller dormir sur la plage. Mais là, malheureusement, tu as travaillé avec des jeunes journalistes qui risquent d'être tricards, donc il faut que tu leur donnes un job maintenant. J'espère qu'ils vont pas être tricards. C'est une préoccupation qu'on a depuis le début, parce que c'est vrai que quand on fait du journalisme indépendant, un peu rentre dedans, et qu'on va jusqu'à éventuellement dire que le système médiatique français est malade, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde. Et donc c'est dur un peu pour ces jeunes journalistes qui soit vont dans le système, et là c'est pas forcément évident, soit vont dans les médias indépendants, mais il faut pas qu'ils soient carbonisés. Je crois que Salomé Saké, notre consoeur de Blast, a été remercié de France 24 puis de LCP récemment. Non, c'est vraiment pas évident, quoi. Merci en tout cas, Jean-Baptiste.